C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur Radio D4B dans l'éducation et vous avec Jean à la technique, Christophe au micro. Et nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Boudier, thérapeute comportemental. Emmanuel, bonjour. Bonjour Christophe. Eh bien écoutez, ça nous fait très plaisir de vous accueillir sur Radio D4B. Je vais vous poser des questions sur vous avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment aider votre enfant à avoir confiance en soi ou confiance en lui. Alors dites-nous tout. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Travaillez-vous? Alors moi je suis thérapeute comportemental à Parthenay. Ouais. J'ai exercé la profession d'infirmier pendant 11 ans, en psychiatrie, dont 1 an en pédopsychiatrie avec des ados. J'ai complètement arrêté le métier d'infirmier depuis 3 ans et demi pour me consacrer exclusivement au métier de thérapeute où j'ai été formé donc à la thérapie comportementale et cognitive. Alors expliquez-nous ce qu'est la thérapie comportementale et cognitive. Alors, la thérapie comportementale et cognitive, c'est une thérapie scientifique en perpétuelle évolution qui est basée sur le principe que ce sont nos pensées négatives qui sont la cause de nos souffrances mentales. Donc, à partir de là, à partir de pensées négatives, on a des comportements, négatif aussi. L'enfant, par exemple, s'il pense qu'il est nul en maths, il va pas chercher à travailler puisqu'il pense qu'il est nul et donc il va avoir des résultats scolaires en maths catastrophiques. Rien qu'avec cette pensée, ça joue sur son comportement, voilà. Donc moi, mon travail consiste en non pas mettre des pensées roses, le monde est pas rose, c'est pas la méthode Coué. C'est plutôt mettre des pensées alternatives. Autrement dit, pour l'enfant qui dit « je suis nul en maths », alors effectivement, pour l'instant, il n'a pas des bons résultats, mais en s'améliorant, il peut travailler, et il peut réussir. En travaillant, il peut s'améliorer. Voilà. D'accord. Alors, vous nous parlez d'enfants. Quel est le public que vous accueillez, si je peux me permettre? Alors, j'ai été formé donc à Bordeaux avec des psychiatres pendant 3 ans à la psychiatrie pour le comportemental pour l'adulte. Donc, je soigne des adultes. Ouais. Et puis, donc, j'avais de plus en plus d'enfants qui venaient me voir. Donc, j'en ai repris pour 1 an de plus. Et je me suis formé, donc, pendant 1 an à la thérapie comportementale pour les enfants. Donc, j'accueille du public, on va dire, de 2 à la dame la plus âgée, elle avait 82 ans. D'accord. Pourquoi de plus en plus d'enfants? Pourquoi de plus en plus d'enfants? Parce qu'en fait, il y a vraiment des gros soucis, je peux constater, avec les enfants. Et cette thérapie étant efficace, de plus en plus de gens se sont tournés vers moi, abandonnant peut-être les thérapies classiques, dites psychanalytiques, qui sont beaucoup plus sur le long terme. Abandonnant aussi le système de soins conventionnels, notamment tout ce qui est psychiatrie, hôpital de jour, et se tournant de plus en plus. Alors, il n'y a pas que moi, ma collègue qui fait de la thérapie aussi familiale constate aussi de plus en plus qu'elle a de plus en plus d'enfants. Et où travaillez-vous? À Parthenay. À Parthenay, d'accord. Tout à fait. Ouais. Donc, les enfants que vous accueillez sont des enfants en souffrance, en réelle souffrance aujourd'hui? C'est des enfants effectivement en réelle souffrance ou des parents en réelle souffrance aussi. Parce que je travaille beaucoup avec les enfants, mais un petit peu avant, c'est-à-dire avant l'adolescence, même à partir de, on va dire, de 2 à 6 ans, il y a un travail qui est très fort avec les parents. Donc beaucoup de coaching parental. Notamment sur tout ce qui concerne les limites, aider à l'enfant à passer à l'action, toutes les peurs de l'enfant. Et là, on travaille beaucoup donc avec les parents. Les parents sont en quelque sorte des co-thérapeutes. D'accord, oui, c'est important. Ça c'est important. Et puis après, quand ils grandissent, à partir de 7, 8 jusqu'à 17 ans, là, on travaille plutôt en individuel. Alors dans un premier temps, je reçois les parents. On essaie de cerner le problème. Et puis, dans un deuxième temps, il y a une thérapie avec l'enfant. Mais à tout moment, les parents peuvent intervenir. Et puis, il y a des séances en milieu de thérapie de mise au point avec les parents. On se demande comment, ensemble, on va déterminer si ça va mieux, s'il y a une évolution ou pas, si la direction qu'on a prise est bonne, et on révise le tir si c'est pas le cas. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais.
Alors, quels sont les thèmes qui vous sont chers aujourd'hui, les thèmes qui reviennent en boucle? Parce que c'est vrai que moi, je travaille actuellement aux assises départementales de l'éducation, donc avec l'éducation nationale. Et c'est vrai que nous travaillons sur les problèmes des enfants, les problèmes des familles aujourd'hui, le fait que chacun trouve sa juste place à l'école et un partenariat avec toutes les collectivités territoriales. Alors c'est vrai que les thèmes sont nombreux, on travaille nous en table ronde et on n'aurait jamais fini. Pour vous, quels sont les thèmes qui reviennent le plus régulièrement, les mots MAUX dont souffrent les enfants, les familles aujourd'hui? Alors, dans leur environnement familial ou l'environnement scolaire, ou une globalité? Ou une globalité. Une globalité, la confiance en soi, justement. Oui, ce dont on va parler ça, longuement aujourd'hui. Et le stress. Moi, je dirais qu'il y a deux choses, confiance en soi et stress. Après, il y a des problèmes annexes. Oui, bien sûr. Comme le harcèlement, par exemple, en milieu scolaire. Mais je dirais vraiment, c'est le manque de confiance, le stress. Voilà. Et est-ce que vous avez remarqué que depuis les terribles attentats de Charlie Hebdo, par exemple, en janvier dernier, les enfants sont plus atteints, entre guillemets, sont plus en souffrance, parce que c'est un constat qui est en train de s'opérer au sein des écoles, où les enfants ont été plus fragilisés depuis ces attentats du 7 janvier dernier. Oui. Est-ce que vous l'avez remarqué, ça? Alors moi, je l'ai très peu constaté. Oui. Par contre, ma collègue, elle l'a constaté effectivement. Elle a vu des enfants traumatisés, peut-être pas par l'événement, mais par la répétition Bien sûr. Dans les médias de l'événement. Oui. Les images en boucle ouais. Et des images très très dures. Pour les enfants, c'est pour ça que moi je préconise à tous mes patients des diètes médiatiques. C'est pas mal, ça, la diète médiatique, oui. C'est-à-dire peut-être de se contenter de regarder une seule fois par semaine les informations. Moi personnellement, je regarde jamais les informations. Par contre, je suis toujours au courant. Quand il se passe un événement, par exemple Charlie Hebdo, j'ai été au courant très très rapidement. Voilà. Ah oui. Et après, j'ai regardé quelques informations à ce sujet. Mais voilà. Moi, je dévore les informations et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, pour préserver le père de famille, l'éducateur, je suis obligé de prendre beaucoup de recul et de moins regarder la télévision parce que sinon, ça commet des dégâts collatéraux. Alors, si on essaie d'avoir du recul, ok, c'est bien, mais une personne qui n'en a pas se prend tout de plein fouet et je trouve que c'est vraiment très très compliqué à assumer. Oui. Alors vous êtes bien sur Radio D4B. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Boudier et nous allons parler du sujet suivant, comment aider votre enfant à avoir confiance en soi ou confiance en lui. Vous êtes très nombreux à me téléphoner entre deux émissions pour me poser des questions, pour me dire où vous en êtes. Aujourd'hui, n'hésitez pas à faire votre pause hebdomadaire. Vous prenez votre feuille, votre stylo, vous notez les questions et vous me téléphonez au 06 31 99 30 51 ou vous écrivez sur ma page Facebook. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des tuyaux, si vous me permettez l'expression. Alors, on me demande aussi, que lisez-vous actuellement ? Alors, dans le cadre de l'éducation et vous, je suis en train de lire 2 bouquins très intéressants. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, d'Adèle Faber et Hélène Maslich. Donc, au centre socio-culturel de Mel, je sais qu'une équipe travaille sur le sujet. C'est très intéressant. Il faut lire le livre chapitre après chapitre. Il y a des exercices, des mises en situation et vous laissez tomber le livre 1 semaine. Et ensuite, vous continuez à lire le chapitre suivant. C'est important et un livre qui est très intéressant, Mémoriser sans peine, avec le mind mapping et compagnie. Et c'est vrai que les enfants aujourd'hui que nous accueillons ont de plus en plus de difficultés puisque dans les petites classes, ils n'apprennent pas suffisamment, ils ne mettent pas leur mémoire en exergue et du coup, lorsqu'ils arrivent au collège, ont de grosses difficultés et sont très très mal. Donc, eh bien justement, ça fait perdre la confiance en soi et nous allons justement parler, Emmanuel, de cette confiance en soi, car vous avez écrit un ouvrage, un recueil, vous allez nous expliquer exactement le fruit de votre travail, parce qu'il est très intéressant et c'est pour cette raison, lorsque j'ai lu votre
votre ouvrage, que je tenais à ce que vous veniez sur Radio D4B parce qu'il fait écho aux questions que l'on peut me poser ici. Oui, d'accord. Donc, merci pour les compliments. Et donc, cet ouvrage, c'est un e-book. Hein. Je ne l'ai pas publié sous forme de livre. Donc, il est téléchargeable sur mon site internet. C'est un e-book qui est issu de mon expérience. Oui. Donc, des cours que j'ai eus en thérapie comportementale, des ouvrages que j'ai lus, aussi des consultations. Bien sûr. Et puis, c'est tout. Voilà. C'était vraiment dans le but aussi de partager des outils avec les parents qui peut-être n'ont pas des fois les moyens de venir en consultation, des outils pour améliorer la confiance en soi de leur enfant. Voilà. Ce qui est très important. Et ce qui est agréable quand on commence à vous lire, c'est que « Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ». Et puis, voilà, on se sent tout de suite... partie prenante de votre projet. C'est très simple d'accès, c'est très convivial. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous le dédiez à tous les parents qui souhaitent que leurs enfants deviennent libres et autonomes par rapport à leurs peurs. Ça, c'est important, cette liberté, cette autonomie. Oui. À tous les parents qui souhaitent que leurs enfants aient une vie future pleine de bonheur en exprimant tout leur potentiel. Ça, c'est primordial. Ils ont tous... plein de talent. À tous les parents qui veulent améliorer la confiance en soi de leur enfant tout simplement, le tout simplement prend tout son sens. Et enfin à tous les parents qui ont envie de voir leurs enfants devenir des adultes épanouis et fiers de leur vie. Donc je vous dirais, moi en tant que lecteur, merci parce qu'on se sent partie prenante de votre projet. Alors à partir de cette introduction, vous nous proposez un sommaire en 5 points sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui. Tout d'abord, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? C'est votre première question. Et c'est vrai que quand on lit le sommaire, on se dit, oui, avant de continuer, oui, c'est quoi pour moi la confiance ? Qu'est-ce que c'est la confiance en soi ? Comment elle est vécue autour de soi ? Est-ce que je fais bien véhiculer le message auprès de mes enfants, mes élèves ? Enfin bon, alors pour vous, aujourd'hui, quel est le message que vous avez voulu transmettre à travers cette confiance en soi ? Alors, le message était vraiment, il part aussi d'un constat, c'est que moi, j'ai manqué aussi énormément de confiance en moi, étant petit aussi. Oui. Et c'est aussi pour ça ce qui m'a amené à écrire cet e-book aussi, c'est-à-dire que j'ai eu un manque de confiance en moi, à cause en partie de l'école, à cause de mon éducation, et puis aussi en partie à cause de moi-même aussi. Donc j'ai voulu définir la confiance en soi dans un premier temps, et puis vraiment expliquer ce qu'elle est en général. Parce qu'on a tendance à être dans le flou par rapport à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est d'abord l'estime de soi. C'est très important. C'est important. Oui. Donc l'amour de soi, je m'aime avec mes qualités et mes défauts. Donc pour un enfant, même si j'ai 5 sur 20 en maths, je m'aime quand même. Ça ne veut pas dire que si j'ai eu 5 sur 20 en maths, je suis nul. Bien sûr. Ça veut dire que j'ai échoué en maths, j'ai peut-être pas assez travaillé ou j'ai peut-être pas assez d'acquis. Il y a ensuite l'image de soi, et ça c'est important. La manière dont on se perçoit, et on perçoit en fait comment les autres nous perçoivent. Ah oui, c'est très important ça. Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que l'image de soi, c'est être capable aussi de se moquer de soi-même un petit peu. D'être moqué gentiment par les autres. Oui. Et puis de savoir qu'on a quand même de la valeur malgré le fait qu'on se moque de soi. Et voilà. Il y a la deuxième partie que j'ai appelée confiance en soi, en elle-même. C'est donc se sentir capable de ne pas être dans le doute permanent, se sentir capable de faire quelque chose et se dire si on échoue, on est capable de rebondir. Et ça, c'est vraiment important. Donner la place à l'échec. L'échec nous permet d'avancer. C'est important ça. J'entends tout ce que vous dites parce que moi j'emploie toujours l'image de la balle de tennis. On la lâche, on sait qu'elle va toucher le sol mais qu'elle va rebondir. Et je dis toujours à mes élèves que de toute façon, nous sommes des balles de tennis. Un moment, on va remonter. C'est clair et net. Il faut être attentif
à l'environnement, mais c'est important. Et vous avez employé un terme qui me parle également, c'est le doute. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les enfants doutent de plus en plus? Je ne sais pas s'ils doutent de plus en plus, mais ils doutent énormément. Ouais. Il y a un doute permanent. Alors, les enfants qui viennent me voir, qui sont soit en stress, dont on a parlé, ou en manque de confiance, il y a un doute. Et ce manque de confiance en soi, se dire, je doute, donc je ne fais pas. Oui. J'hésite, par exemple, on le verra dans l'affirmation de soi, j'hésite, par exemple, à lever le doigt pour répondre à une question, parce que j'ai la bonne réponse, mais est-ce que c'est vraiment la bonne réponse? C'est vrai. Et donc, du coup, je passe à côté à chaque fois de m'affirmer en classe, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire la bonne réponse que j'avais. Et c'est à chaque fois comme ça. Et on est frustré. Donc, on a beaucoup de connaissances en soi, et puis on ne le dit pas. Et c'est ça, en fait, la confiance en soi réellement, c'est ne pas douter. Ne pas douter. Alors, est-ce qu'il faut faire abstraction de ce que les autres perçoivent de nous? Pas tout à fait. Il ne faut pas faire complètement abstraction. Mais peut-être se détacher, c'est-à-dire agir et puis voir après l'impact que ça a sur les autres. Le détachement, c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui. Oui. C'est vrai que c'est pas évident. C'est important quand même de ne pas écraser les autres. Bien sûr. On va le voir aussi dans l'affirmation de soi. Donc la troisième partie, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est pas écraser les autres. Donc c'est agir en se détachant du regard des autres, sans écraser les autres. S'affirmer, c'est dire ce qu'on pense, sans se mettre en colère, gentiment. Écouter l'autre aussi, ça c'est important. Voilà, c'est les trois piliers vraiment de la confiance en soi. Et pour en revenir au doute, ce doute permanent, il conduit vraiment les enfants et les élèves à procrastiner, c'est-à-dire à ne pas faire, et puis à échouer. Automatiquement, bien sûr. Voilà. Et ça, je le retrouve souvent. Et c'est vraiment là que les parents sont des co-thérapeutes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans leur maison. Je les aide au cabinet, bien sûr. Mais après, les parents vont inciter l'enfant à passer à l'action. Par exemple, à bricoler. Et ils le font, pour la plupart. Ça, c'est génial. J'ai toujours en thérapie un ado qui a 17 ans et puis qui a des problèmes, qui est beaucoup dans le cérebral et très peu dans l'action. Et donc, j'ai vraiment incité ses parents à le faire bricoler, réparer son vélo, cuisiner, aller chercher du pain à la boulangerie, vraiment. Et c'est ça qui change, en fait, c'est le passage à l'action. Alors, effectivement, il échoue parfois, mais à force d'échouer... Ça l'oblige. Ça l'oblige, il a moins peur de l'échec, et puis il a des réussites de plus en plus. C'est super intéressant, parce que vous avez en effet beaucoup de jeunes qui sont cérébraux et qui malheureusement ne collent pas avec la réalité du quotidien. Oui, tout à fait. Et qui malheureusement sont des gamins en pleine souffrance. En pleine souffrance, et les jeux, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies n'aident pas beaucoup à passer à l'action. On reste toujours dans le cérébral en fait. Tout à fait. Deuxième petite question, quels sont pour vous les signes du manque de confiance qui doivent vous alerter ou qui doivent nous alerter, nous parents, nous éducateurs dans nos écoles, nous qui sommes en présence d'enfants, qu'est-ce qui doit nous alerter? Alors, ce qui doit donc vous alerter ou nous alerter, c'est vraiment dans un premier temps, c'est l'enfant qui s'effondre. On a parlé beaucoup de l'échec, l'enfant qui s'effondre totalement devant l'échec. Alors, tout à l'heure, je parlais d'un adolescent. On va l'appeler Kevin. C'est pas son vrai nom. Mais oui, bien sûr. Et donc, Kevin, il a 15 ans. Ou 16 ans, pardon. Il doit en fait faire un TPE, donc travaux pratiques encadrés pour le bac. Et c'est quelque chose de nouveau pour lui. Justement, ce TPE favorise l'autonomie de l'enfant. Il est censé faire des recherches tout seul et il n'a plus l'aval des professeurs. Et donc, l'aval, il n'a plus l'aide des professeurs, ou moins d'aide. Donc, il va évidemment dans un premier temps chercher de l'aide, et puis il n'a pas l'aide qu'il veut, puisque justement, il doit être en autonomie. Et donc, Kevin n'a pas vraiment l'habitude d'être en autonomie. Ses parents l'ont souvent protégé,
parce qu'il avait un frère déjà qui faisait les choses, qui est plus jeune que lui, mais qui faisait les choses à sa place. Ouais. Sa mère avait très peur qu'il passe à l'action. Elle voulait le protéger à tout prix. Et donc Kevin, il n'a pas l'habitude de passer à l'action. Et donc il fait son TPE, il va voir les profs, ça ne correspond pas. Il retravaille, il va revoir les profs, ça ne correspond pas. Et là, il s'effondre complètement. Et il développe une phobie scolaire et il le pique des crises d'angoisse à taper dans les murs. Et là, il s'est complètement effondré devant l'échec. Et donc, le travail que j'ai fait avec lui, ça a été le reconstruire. C'est un travail de longue haleine. Ça a été un travail de longue haleine. Ouais. Il a repris rapidement l'école. Hein. Là, il est en terminale, il passe son bac. Mais ça a été un travail avec lui de très longue haleine pour lui redonner confiance. Et puis, un travail sur les parents aussi. Hein. Là, vous faites comment pour lui redonner confiance ? Alors, pour lui redonner confiance, on a au départ travaillé avec une thérapie assez classique qu'on va voir peut-être plus tard, sur la remise en question des idées négatives, comme on l'a vu. Donc, non, je ne suis pas forcément nul en maths. Si je travaille, je vais réussir. Et puis, avec Kevin, ça ne marchait pas. Alors, il faisait bien les colonnes de remise en question. Ouais. Il comprenait tout, mais il était encore dans le cérébral. Les résultats que j'ai obtenus avec lui, c'est plutôt en se concentrant sur ses émotions. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois qu'il avait une bouffée d'angoisse, et il en avait au cabinet qui montait, le fait de se concentrer sur son émotion et sur les sensations de l'émotion. Alors quand on a une émotion, quand on a du stress, on peut avoir des signes comme un serrement dans la poitrine, une oppression thoracique, une boule dans la gorge, les épaules tendues. C'est à partir de là qu'il a appris justement à voir les signes corporels de l'émotion. Et en se concentrant là-dessus, en acceptant, en refoulant pas l'émotion, il a réussi à libérer l'émotion, à la faire réduire d'intensité, cette émotion. Et donc, c'est vraiment ça qui a déjà, dans un premier temps, fait baisser ses crises de panique, avec des exercices de relaxation que je lui ai donnés. Bien sûr, donc, après, chaque fois qu'il avait une crise de panique, il s'allongeait sur son lit et au lieu de taper dans les murs, de fuir l'émotion, il acceptait l'émotion, il se relaxait et il arrivait à réduire sa crise de panique. Ensuite, il y a eu tout un travail sur l'action, c'est-à-dire retourner à l'école avec la peur, travailler sur la peur. Et puis ensuite, un travail avec les parents de faire des choses nouvelles. Parce que Kevin avait l'habitude uniquement de faire des choses qu'il connaissait. D'accord. Donc effectivement, dès qu'il faisait quelque chose qu'il ne connaissait pas, il était en panique. La panique, totale. Bien sûr. Et là, ça va beaucoup mieux. Je le suis tous les mois parce que pour préparer le bac... Mais après le bac, je vais lui dire, bon, maintenant, Kevin, tu vas te débrouiller tout seul maintenant. Je vais essayer qu'il franchisse un pas supplémentaire en étant autonome de son thérapeute aussi. Oui, c'est important. Enfin, en tout cas, ce que vous dites est très intéressant et fait écho aux questions de nos parents. Oui, vous êtes bien sur Radio D4B dans l'éducation et vous, avec Jean à la technique, Christophe au micro, et nous travaillons avec Emmanuel Boudier sur la confiance en soi. Alors n'hésitez pas à prendre des notes et n'hésitez pas à téléphoner. Emmanuel, est-ce qu'on peut donner une de vos adresses Est-ce qu'on peut les voir sur Internet? Comment... Oui, on peut. Si les gens veulent vous contacter. Tout à fait, je peux donner le numéro de téléphone. Si vous voulez. 06 donc 42 03 97 97. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est le site internet parce que vous allez trouver des astuces et des conseils supplémentaires. Donc c'est www.thérapie-comportementale.net. D'accord. Voilà. Non, c'est très intéressant. Ou vous tapez thérapie comportementale Parthenay, par exemple. Voilà, et nous insistons sur le fait que vous êtes à Parthenay. Ça, c'est important. Tout à fait. Mais les Mélois peuvent se déplacer sans aucun souci parce que je sais qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de la part des parents, de la part des éducateurs face aux maux des enfants et que les parents sont prêts à bouger, à se bouger, à faire bouger les enfants justement pour qu'ils aillent mieux. Le troisième point, les facteurs favorisant le manque de confiance en soi et les conséquences. Alors, c'est en partie, ce qui m'a concerné, c'est plutôt
quand j'étais enfant, bien sûr, c'est plutôt l'éducation. Alors l'éducation, qu'elle soit parentale ou qu'elle soit scolaire. Et c'est vraiment ce qui a été déterminant dans mon manque de confiance, ça a été le dénigrement. On a l'impression qu'on peut faire changer un enfant en le critiquant négativement. On entend souvent, il ne faut pas lui dire qu'il est bon parce qu'il va avoir la grosse tête. Alors, effectivement, c'est pas bon d'aller dans la surenchère de compliments. Oui, il faut trouver la juste dose. Il faut trouver la juste dose. Il est important aussi de ne pas dire à son enfant qu'il est intelligent. Parce qu'il est plus important de lui dire qu'il a bien travaillé, par exemple. C'est important, pour développer cet esprit de développement, justement. D'accord. Si on lui dit il est intelligent, bon, c'est très bien, mais il risque de développer un esprit fixe et de ne pas chercher à s'améliorer. Par contre, si on lui dit qu'il a bien travaillé, il va chercher à se développer et toujours se développer, s'améliorer. C'est important ça. Et c'est une nuance fondamentale aujourd'hui pour les parents. Le dénigrement, c'est-à-dire critiquer un enfant parce qu'il a tout le temps 5 en maths, ça ne donne rien. C'est sûr. Par contre, valoriser son travail, même s'il a eu 7 au lieu de 5, eh ben, on peut lui dire qu'il a fait des efforts supplémentaires pour avoir le 7 et que c'est plutôt pas mal, qu'il est en bonne voie. Alors, faire un compliment à un enfant, ça déclenche de l'endorphine. Oui. L'endorphine, c'est une petite molécule qui est très fragile, mais qui permet en fait d'avoir plus de succès après. Si on valorise son enfant sur le 7 sur 20, on va le valoriser après sur le 9, voire après pour qu'il ait la moyenne. D'accord, alors il ramène son 9 par exemple, 9 sur 20 en maths. On lui dit bravo, c'est bien, tu as bien travaillé. Il sécrète des endorphines. Si on lui dit mais si tu avais travaillé un peu plus, tu aurais 10. Qu'est-ce qui se passe? Il sécrète de la cortisol, qui est l'hormone du stress. Et un tout petit gramme de cortisol peut détruire un gros kilo d'endorphine. Donc on est en train de détruire tous les efforts qu'on a faits. Et le stress, on le verra peut-être plus tard, ça entraîne le manque de confiance en soi. Donc valoriser l'enfant, ça va être important. Peut-être le critiquer. C'est possible. Oui, la critique positive. Mais à distance. D'accord. À distance du compliment. Ça, c'est important. Alors, le dénigrement scolaire aussi, on l'a vu. Donc, peut mieux faire. Ah oui, ça c'est terrible. C'est terrible pour un gamin. Et malgré tout ce qui est mis en place pour justement aller dans le sens de l'enfant, je le regrette, mais pour en côtoyer, il y a encore des personnels de l'éducation qui vraiment sont là pour casser les enfants. Ouais. Et ça, c'est terrible. Et il faudrait vraiment qu'il y ait une prise de conscience, malgré tout, des équipes, des personnels de l'éducation, je dirais de la hiérarchie, parce que, malheureusement, ces enfants sont en échec. J'en reçois aujourd'hui, j'en connais qui, malheureusement... sont mises à mal, sont malmenées par un prof, par exemple. Et on a beau essayer, moi le premier, d'avoir rencontré le prof, il n'y a rien à faire. Il ne se remet pas en question. Et quand on est éducateur, la première vertu, c'est l'humilité, c'est de se remettre en question parce qu'on crée, comme vous le disiez, du stress chez les enfants. Et justement, parlez-nous de ce stress. Alors justement, oui, j'allais rebondir là-dessus. Le stress chez l'enfant, il commence déjà... puisqu'on va rester un petit peu sur l'école, on était parti sur l'école. Il commence déjà à la maternelle, le stress chez l'enfant. C'est-à-dire, à la maternelle, l'enfant est évalué. Eh oui. Avec des bonhommes verts, si je me trompe, et des bonhommes rouges. J'ai eu récemment un enfant qui, en fait, se comparait aux autres et disait qu'il avait beaucoup de bonhommes verts et que les autres n'avaient pas beaucoup de bonhommes verts. Donc, il y a déjà la comparaison à l'autre. Et il y a déjà l'esprit de compétition avant 6 ans. Or, aux États-Unis, au kindergarten, à l'école maternelle, on est plus axé sur le développement de la personnalité de l'enfant, de l'épanouissement. Donc, ça commence déjà. Et puis après, ça continue au collège. Vous avez intérêt, alors premier discours d'entrée de certains professeurs, certains établissements, vous avez intérêt de travailler bien pour avoir votre brevet des collèges. Ensuite, il y a le lycée. Vous avez, premier discours d'entrée en seconde, vous avez intérêt de vous accrocher
Il y aura le bac. Il y aura le bac. Et si vous voulez avoir les meilleures écoles, oui. Travaillez, c'est important parce que c'est dur le bac. Ok, qu'est-ce que ça fait sur les enfants? Moi, je les ai appris en thérapie. Il y a, pas tous les enfants, bien sûr, pas tous les ados, mais il y a une partie des enfants à qui ce stress, au contraire, diminue les performances. Bien sûr. Et je suis obligé, moi, de rattraper ça. Alors, ce stress, on pourrait croire qu'il est sur les mauvais élèves, mais non, il est sur les bons élèves. J'ai beaucoup d'ados en panique qui ont 16, 17 de moyenne. D'accord. Un bon élève pour vous, c'est quelqu'un qui a une bonne moyenne, et un mauvais, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne moyenne. Non. Non, mais c'est pour nos auditeurs. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était une comparaison. D'accord. Celui qui réussit pour par moi, rapport à celui qui un a bon plus. élève, c'est un élève qui est épanoui avant tout. Voilà. Mais on pourrait croire que les élèves qui ont des mauvais résultats sont stressés. Oui, ils le sont, c'est vrai. Et ils manquent de confiance. Mais ce stress atteint aussi, et j'en ai beaucoup, les élèves qui ont des résultats scolaires très très bons. D'accord. De 15 à 16. Kevin, par exemple, il avait des très bons résultats. Récemment, j'avais une ado qui tombait dans les pommes à chaque examen. Elle a eu le bac blanc, elle est tombée dans les pommes, elle a dû s'absenter pendant une demi-journée. Ah, dis donc. Ce stress, c'était dû au schéma de performance. Ah oui. Toujours avoir les meilleures notes, qui est induit déjà dès la maternelle. Bien sûr. Et est-ce que ce stress peut aussi être un facteur qui explique la violence des enfants entre eux dès les plus jeunes classes? Parce qu'on dit aujourd'hui que les enfants sont de plus en plus violents à l'école. Alors est-ce la violence de la société, la violence de l'image, la violence des réseaux sociaux, ou est-ce également ce stress? Alors effectivement, ça peut être une explication. Moi, je suis pas partisan des jeux vidéo non plus violents. Moi non plus, du tout. Alors c'est beaucoup décrié, on dit que c'est pas responsable de la violence. Or ni la télé avec les séries violentes. Oui, or il y a plein d'études qui montrent que en fait ces séries violentes ont une influence sur l'enfant et sur la violence. Oui. Et puis il y a ce harcèlement, et puis donc ce stress, justement, cet esprit de compétition, oui, bien sûr, qui est induit par la société. Oui. Je pense qu'induit la violence entre les enfants. Les enfants. Ouais. Mais c'est terrible, hein. C'est vraiment Ouais. des gamins qui se trouvent en pleine souffrance en permanence. Ouais. Et ça peut du coup avoir des répercussions sur le sommeil. Tout à fait. Ouais, Est-ce que vous avez, parmi les personnes que vous accueillez, des jeunes justement qui ont perdu le sommeil ou qui ne dorment pas, qui n'ont pas un sommeil réparateur, ou qui vous disent voilà, je dors plus, ou j'ai du mal à m'endormir Alors ceux qui sont en phase de stress aigu, oui, effectivement, je trouve vraiment des problèmes de sommeil. Que c'est un sujet qui revient depuis quelques mois là, à nos tables rondes. Ouais. Mais j'en constate pas énormément. Non. Par contre, je constate que les ados qui viennent me voir, ou les enfants, sont fatigués. Oui. Sont fatigués. Et si on les interroge un peu... Voilà, j'allais vous poser la question. On peut s'apercevoir que il y a beaucoup de jeux vidéo. Oui. Il y a beaucoup de télé. Et tout ça dans la chambre. Voilà. J'ai une ado qui vient me voir et en fait, ses parents disent je comprends pas, elle travaille beaucoup, elle n'a pas de résultats. Elle vient en séance à chaque fois, elle est fatiguée. Les 14h ou 15h, elle est fatiguée. Que ce soit le mercredi où elle a eu peu de cours, elle est fatiguée. Elle est tout le temps fatiguée. Je l'interroge un peu et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais le soir? T'as la télé dans ta chambre? Oui, j'ai la télé. T'as l'ordinateur? Oui, j'ai l'ordinateur. Elle me dit je regarde la télé. Jusqu'à quelle heure? 11h? Elle me dit. Je dis 11h, minuit? Oui. 1h des fois? Oui. Et en fait, elle n'arrête pas la télé. Alors déjà, nous, on a du mal à arrêter la télé oui. après le film, mais une ado, c'est impossible. Et en fait, je m'apercevais qu'elle regardait la télé jusqu'à 1h du matin, et puis qu'elle se levait le lendemain à 6h. Donc je l'ai dit aux parents. Oui. En fait, elle travaillait pas beaucoup, et c'est pour ça qu'elle était fatiguée. Oui, puis elle avait besoin de temps de... La fatigue aussi, le manque de sommeil, moi je pense qu'il est dû aussi au temps passé sur les écrans. Oui. Les écrans d'ordinateur, les écrans du téléphone et les écrans de la télé. On a une capacité de cerveau disponible pour réfléchir limitée.
Et en fait, on l'épuise véritablement en étant sans arrêt connecté. Bien sûr. Et du coup, ça joue aussi sur le sommeil. Pendant la nuit, le cerveau, il est en pleine ébullition. Ah, c'est dur, hein. C'est vrai que quand on est parent, j'espère aujourd'hui que vous prenez vraiment bonne note, hein, et qu'Emmanuel vous apporte des éléments de réponse, parce que c'est vraiment ce que nous vivons, hein. Aujourd'hui. C'est vraiment le problème de notre jeunesse. Et nous arrivons au 4e point. Quels sont les conseils que vous nous donneriez pour développer la confiance en soi des enfants? Alors c'est vrai que j'en ai déjà donné un, donc un primordial, j'insiste un peu, c'est vraiment la valorisation de l'enfant. Ça, c'est des conseils donc pratico-pratiques que les gens connaissent déjà. Je vais plus rentrer maintenant dans les trucs des psys. Oui, allez-y, voilà, allez-y. Ça, c'est intéressant. Ça nous intéresse. La communication non violente, ça, c'est important. Mieux communiquer avec son enfant pour éviter la critique négative et pour l'aider à avoir confiance en soi. La communication non violente, alors c'est tout un apprentissage qui a été développé par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue américain dans les années 60. Ça permet vraiment de communiquer avec son enfant en utilisant le jeu. Oui, très important. En parlant de ses émotions et puis en parlant de ses besoins. Alors, une situation donc plus concrète, c'est votre enfant par exemple saute sur le canapé. La communication violente avec ses chaussures sales, la communication non violente, ça serait lui dire descends de ce canapé tout de suite, tu fais que des bêtises, il y en a marre de toi. On peut faire ça, mais ça marche pas. Tout à fait. La plupart du temps. La provocation c'est la réponse souvent des gamins. Tout à fait. Ce qui va mieux marcher, alors c'est pas une gage de réussite à chaque fois, mais c'est d'abord décrire comme un photographe la situation. De manière objective. Je constate que tu sautes sur le canapé avec tes chaussures sales. Parler de soi, des émotions. Pourquoi on parle de ces émotions? Parce que l'enfant peut comprendre les émotions aussi que l'on éprouve parce qu'il en ressent aussi. Bien Donc sûr. on est dans l'empathie. Je ressens de la colère, je ressens de l'irritation. Et parler de ses besoins, ça va être vraiment une véritable rencontre entre les besoins de l'enfant et du papa ou de la maman. J'ai besoin d'avoir des meubles en bon état. J'ai besoin d'avoir un canapé propre. J'ai besoin de ne pas travailler dur pour racheter un canapé tous les mois. Bien sûr, oui. Te serait-il possible? Alors pourquoi on dit te serait-il possible? Pour donner le choix à l'enfant, et plus on donne le choix à l'enfant, plus il va agir donc, dans le sens qu'on veut. Alors, c'est pas de la manipulation, c'est vraiment une rencontre entre le besoin de la maman ou du papa, des parents, et puis on va prendre en compte aussi le besoin de l'enfant. Parce que s'il saute sur le canapé comme ça, c'est qu'il a un besoin. Ça s'explique. Ouais. Alors, quel est son besoin? On va avec lui déterminer son besoin. Est-ce que tu sautes sur le canapé parce que tu veux attirer l'attention? On va en parler avec lui. Tu as besoin d'attention, de passer du temps avec moi. Est-ce que tu as besoin d'aller dehors? Alors, auquel cas, on peut aller dehors, faire un petit foot ensemble. Ça va être une rencontre des deux besoins. Mais en attendant, tu me laisses faire à manger. Et puis après, on va faire un petit foot ensemble. On va faire un petit jeu ensemble. Oui, c'est important, ça. Ce sont des nuances qui sont fondamentales pour les enfants. Donc, on a vu aussi la remise en question des idées négatives. Alors, ça peut être fait, si vous allez sur mon site internet, vous verrez la colonne donc qui est sur le site, donc sur le e-book. Oui, d'accord. Donc là, il y a vraiment les colonnes qu'on peut faire à l'enfant par écrit. Situation, émotion, pensée négative, remise en question de la pensée négative. Mais on peut aussi, si l'enfant est fâché un petit peu avec l'écrit, lui faire à l'oral, lui apprendre à avoir un esprit beaucoup plus positif. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis, ce qui est important aussi, en 3e point, c'est toutes les techniques liées à la baisse du stress. Donc ça va être ne pas forcément lui parler de ses résultats scolaires le soir à table, alors qu'il est en train de passer un bon moment, et qu'on lui a rabattu les oreilles, comme quoi il fallait qu'il travaille à l'école et voilà, ça c'est vraiment important. Tous les exercices de méditation aussi. Alors là, on parle beaucoup de méditation. Et justement, il faudra que vous reveniez nous voir sur Radio D4B parce que
on croit tout savoir, tout connaître, on ne sait rien en fin de compte sur la méditation. Ouais. Alors c'est vrai que on va dire c'est très à la mode si vous me permettez, mais on a besoin d'avoir des conseils. Donc il faudra que vous nous parliez de voilà, la méditation, comment la pratiquer, sous toutes ses formes. Qu'est-ce que ça peut apporter de bénéfique à l'organisme, à l'être humain, à la personne, on va dire. Voilà, ça on aura besoin de vos éclaircissements. Alors, en 2-3 mots, la méditation, hein, c'est vraiment scientifique. Et on a vraiment vu, à force de méditer, qu'il y avait des nouvelles connexions dans le cerveau qui se créaient, des connexion à la détente, à la concentration et au bien-être. C'est vrai que les enfants qui méditent régulièrement, 10 minutes par jour à l'école, sont des enfants qui sont moins expulsés de l'école, sont des enfants qui sont moins collés, qui réussissent mieux les tests de mémoire et de concentration. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est important ce que vous me dites parce que je suis en train de mettre en place un nouvel emploi du temps pour la rentrée scolaire 2015-2016, justement. Et dans cet emploi du temps, le matin, il faudrait commencer la journée par 10 minutes, un quart d'heure de méditation. Qu'en pensez-vous ? Oui. Il préconise 12 minutes pour avoir vraiment des résultats positifs sur le cerveau. D'accord. Donc, même 10 minutes, ça pourrait être bien. Mais en débutant la journée, ça, c'est important. Bon, alors donc, ça confirme ce que je pense. Et notre dernier point, les techniques du thérapeute pour développer la confiance en soi. Vous en avez déjà parlé. Oui. Pour vous, quelle est vraiment la technique, si je peux dire, qui marche bien aujourd'hui, qui correspond, qui colle le plus à la réalité et qui ne sera pas la même l'an prochain ? Moi, je pense que ces techniques-là que je donne, elles vont être là encore l'an prochain. Oui. Mais sous une nouvelle forme peut-être ? Au niveau de l'actualité, qui pourrait, c'est vraiment la méditation. D'accord. Et puis l'acceptation des émotions. Ça, c'est la 3e vague des thérapies comportementales où on est plus dans tout ce qui est acceptation. Et donc, quand on médite, on peut être aussi concentré sur ses émotions, concentré sur sa tristesse, concentré sur son stress, au lieu de le fuir complètement. Ce qui permet en fait de libérer l'émotion. Ça, c'est vraiment des techniques qui sont de plus en plus utilisées et qui sont vraiment porteuses. Il y a Jeanne Siofachin, qui est psychologue, qui développe vraiment la méditation dans les écoles. Ah, ça c'est super important. C'est très bien ce que vous dites. J'attends un rendez-vous avec notre ministre de l'Éducation nationale et je veux lui parler justement de ces techniques qui sont aujourd'hui, au vu des problèmes des enfants, de l'agitation de la jeunesse, qui sont vraiment des réponses pour canaliser cette émotion, cette génération qui part un peu dans tous les sens. Tout à fait. Et puis, juste un dernier point, c'est aussi l'acte, donc c'est acceptation des émotions. Le passage aussi à l'acte, c'est-à-dire beaucoup plus, être moins dans le cérébral, mais beaucoup plus passer à l'action, en fait, faire des choses nouvelles. Ça va être vraiment réducteur de stress puisqu'on va ne pas hésiter à développer un esprit de développement pour vraiment avancer. Oui, c'est une construction. Hein. Oui. Alors Emmanuel, nous en avons pratiquement fini de parler de la confiance en soi. Je pourrais vous garder pendant des heures parce que c'est vraiment un sujet inépuisable. Quelle est votre actualité ? Alors l'actualité, c'est vrai que dernièrement, j'ai fait des conférences sur la gestion de la colère de l'enfant. Pour l'instant, j'envisage aussi de faire un atelier donc avec une réflexologue. D'accord, oui. Sur la gestion du stress. Mais alors là, ça va être la gestion du stress en général. Donc on s'écarte un petit peu du sujet de l'enfant. Mais en fait, plus les parents vont être zen, et ça, on n'en a pas parlé. Plus les enfants le seront. Plus les enfants le seront, parce que la colère, le stress, ça se refile, entre guillemets. Mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc ça va être vraiment important. Réflexologie, alors ça va être des automassages.
C'est Sandrine Chrétien, qui est une spécialiste du stress, qui va décrire dans cet atelier ce qu'est le stress, nous apprendre des automassages. Et moi, je donnerai donc des techniques de méditation, de remise en question des idées négatives. D'accord. Voilà. Et c'est à quel moment, ça? Et alors, on n'a pas encore fixé la date. Donc, il faudra venir nous en parler. C'est dans un futur proche. Il faut qu'on se mette un petit peu au point. C'est vrai qu'on est un petit peu en ce moment très pris par les consultations. Et en octobre, donc là, le thème n'est pas encore tout à fait défini, mais ce sera les écrans et l'enfant. Ah, d'accord. Très donc, important. Est-ce que je vais plus accentuer sur la télé? Je pense, oui. Et puis les jeux vidéo. Voilà, c'est un petit peu l'actualité prochaine. Vous donnez beaucoup de conférences? De temps en temps, une tous les 2-3 mois à peu près. Oui. Quelles sont les associations, les organismes qui vous demandent? Est-ce qu'une APE, par exemple, peut vous demander? Une APE peut me demander. Alors, dernièrement, c'est vrai que j'ai fait une conférence sur la gestion de la colère de l'enfant à l'usage des professionnels, à l'IRTS. Ah oui, d'accord. Donc, qui forment les éducateurs, les assistants sociaux. Moi, j'ai été avec les éducateurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi? Les centres socioculturels qui peuvent faire appel à moi. Il y a une banque aussi qui a fait appel à Sandrine Chrétien et puis à moi pour la gestion du stress. Du stress, ok. Donc, il y a vraiment tous les organismes qui peuvent faire appel à moi. D'accord. Et sur quoi travaillez-vous aujourd'hui plus particulièrement? Alors, plus particulièrement, en ce moment, je m'écarte un petit peu du sujet. Non, allez-y, c'est de l'éducation. Mais je travaille plutôt sur la vidéo en ce moment. Donc, d'accord. Justement, pour promouvoir la thérapie comportementale et justement toucher un plus large public pour vraiment divulguer la thérapie comportementale, je m'entraîne donc à la vidéo. D'accord. Est-ce que quand vous avez un patient, vous le filmez, vous lui montrez son comportement? Est-ce que ça fait partie de... Alors, la vidéo fait partie intégrante de la thérapie, mais en ce qui concerne la phobie sociale. D'accord. C'est-à-dire les gens qui ont peur d'agir devant les autres et d'être ridicules. Donc, je les filme. Je me rappellerai toujours d'avoir eu un directeur sportif qui, avec un poste de haut niveau, qui parlait devant moi et qui parlait mieux que moi. À l'époque, je débutais la thérapie, j'étais tout timide. Et ce gars-là, il venait me voir parce qu'il avait peur de parler en public. Il parlait mieux que moi. J'ai fait tout un travail avec lui pour réduire les signes d'anxiété. Et après, je l'ai filmé. Et il s'est dit, je parle comme ça? Oui. Vous parlez comme ça. Vous parlez très bien, vous parlez mieux que moi. Ça a changé le regard qu'il avait sur lui. Ah, c'est incroyable. Donc, le fait de m'entraîner pour faire des vidéos, pour me filmer, ça va être dans le but de développer donc la thérapie comportementale et donner des conseils aussi éducatifs sur la confiance en soi et sur d'autres sujets aux parents. Puisque maintenant la vidéo est incontournable avec YouTube. Bien sûr. C'est vraiment un très bon support. Une dernière petite question. J'ai lu sur votre sur vos travaux que vous avez posé une question, un cas très intéressant et ça fait réagir des personnes. Est-ce qu'on doit mettre les enfants dans notre lit de parents? Non, il vaut mieux lui apprendre rapidement l'autonomie. Voilà. L'autonomie, ça c'est important. Je travaille beaucoup sur l'autonomie et sur les peurs. C'est très important ce que vous dites, Emmanuel, parce que j'ai beaucoup d'appels de mamans. Ce sont surtout les mamans, beaucoup de mamans seules. Il y a plus de vie de couple qui dorment avec leur enfant ou leurs enfants. Ouais. Et après, quand arrive un compagnon, ça change la donne et plus personne ne s'y retrouve. Et souvent, je dis à la maman, mais de toute façon, l'enfant n'a pas à partager votre lit, c'est votre intimité, même si vous ne partagez la vie de personne, en tout cas, c'est votre intimité à vous, donc il n'a pas à enfreindre, je dirais, cet interdit, parce qu'après, voilà, plus personne n'y comprend plus rien. Tout à fait, et on est surtout dans la confiance en soi de l'enfant, c'est-à-dire plus il va apprendre à affronter sa peur de dormir tout seul, c'est vrai que ça peut être source de peur, plus il va développer la confiance en lui. Et plus après, ça va lui servir dans sa vie d'adulte, et ça c'est important. Parce qu'on doit projeter l'enfant dans sa vie d'adulte. D'accord. Alors Emmanuel, donnez-nous à nouveau vos coordonnées, s'il vous plaît, si jamais les auditeurs de Radio D4B sont intéressés.
D'accord, donc moi je suis à Parthenay. Oui. Mon numéro de téléphone c'est le 06 42 03 97 97. D'accord. Et mon site internet www.comportemental.net. Bon, voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Moi aussi, ça m'a fait plaisir d'intervenir. Très intéressante. La porte vous est ouverte. Donc, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil et vous revenez nous voir sur Radio D4B. Eh bien, écoutez, il est temps de se quitter. Hein. Ça y est, l'heure est terminée. J'espère que vous avez pris une vraie pause, que vous avez pu noter des questions qui vous intéressaient. Et n'hésitez pas donc à téléphoner au 06 31 99 30 51. Je remercie Jean à la technique. Je vous dis à la semaine prochaine sur Radio D4B. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.